Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Caroline Souffrant qui est un visage de la santé mentale cette année. À l'Espresso et l'Espresso allongé, le sujet sera les enfants surdoués. En début de deuxième demi, notre collaboratrice Eve Cardinal vient nous présenter son sujet, les phobies. Alors tout ça dans le menu de Folie douce. Cette semaine, on commence d'abord en chanson avec Je ne te dirai pas de Clarica. Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez l'émission Folie douce qui vous renseigne sur la santé mentale depuis plus de 25 ans. Je m'entretiens maintenant avec mon invité qui est Caroline Souffrant. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue encore une fois à Folie douce. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas accueilli ici. Tu as eu l'habitude de faire beaucoup de chroniques avec nous il y a quelques années sur la santé mentale, sur différentes problématiques qui t'intéressaient. Tu viens aujourd'hui nous parler d'un autre beau projet. Mais avant de parler de ça, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu où est-ce que tu en es parce que évidemment, ça t'a toujours intéressé le côté de la santé mentale et tout ce qui est social. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais actuellement? Aujourd'hui, je suis étudiante à la maîtrise en travail social à l'Université McGill. Donc, je suis en première année. J'ai commencé cet automne. Ouais. Puis, parallèlement à ça, j'ai eu plusieurs projets au cours des derniers mois. J'ai été ambassadrice pour le 375e anniversaire de la Ville de Montréal. Puis j'ai été aussi, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, j'ai été visage pour l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. Oui. Qui est un truc pan-canadien. En fait, il y a des représentants un peu partout au Québec. Un de nos collaborateurs avait déjà participé à ça, mais cette année, je pense qu'il y a 2 personnes du Québec. Oui, Martin Binette et moi. Oui, et les autres personnes sont de, j'imagine, Ontario, puis Manitoba, si je me souviens bien. On est 5 à travers le pays. Là. Le but de ça, c'est pendant un an, bien sûr, c'est un peu de démystifier la santé mentale. On parlera probablement d'un peu de ton vécu. Tu l'as déjà écrit, donc c'est quelque chose qui est quand même qui aide les gens peut-être à mieux comprendre puis à voir qu'on peut s'en sortir. Mais le but ultime, c'est quoi d'être le visage de la santé mentale? Le but de la campagne, c'est vraiment de mettre un visage justement sur ces diagnostics ou les problématiques de santé mentale, parce que ça peut être effrayant pour certaines personnes. Donc, le but, c'est de déstigmatiser en racontant l'histoire de Canadiens qui ont vécu des problèmes de santé mentale, mais qui s'en sont sortis puis qui vivent une vie heureuse et épanouie aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'ils font la campagne. Donc, cette année, j'ai eu l'honneur d'être choisie. Donc, mon rôle, en fait, ce que j'ai fait en juillet, il y avait une conférence de presse. Ils ont dévoilé les 5 visages canadiens pour cette campagne-là. Puis par la suite, il y a quelques semaines, en fait, en octobre, j'ai été au Parlement rencontrer des élus pour parler de cet enjeu-là, l'enjeu de la santé mentale. Et on a eu une réception avec des élus, puis c'était un enjeu dont on discutait avec eux. Donc, As-tu vu, parce que tu t'es souvent impliqué au niveau du Québec, dans plusieurs, on t'avait à un moment donné parlé de l'ANEM, même ici dans tes chroniques, il y a beaucoup de causes qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu as trouvé des différences au niveau des autres représentants? Le Canada, c'est grand, il y a plusieurs réalités. Est-ce que tu vois la santé mentale un peu différente? J'ai senti, notre groupe, on était vraiment soudés, même si on a des histoires très différentes puis variées. Même si on vient de différentes régions au Canada, j'ai senti que, en somme, notre message était le même message d'espoir. Donc, je sais pas s'il y a des différences en tant que telles dans ce sens-là, mais j'ai senti qu'on se rejoignait dans le message qu'on voulait donner. Et la volonté est un peu la même, c'est-à-dire que vous êtes tous là pour démystifier, pour montrer un visage, parce que aujourd'hui, on se cache plus. Il y a 30 ans, c'était difficile, la santé mentale. Les gens avaient de la difficulté à s'afficher, entre guillemets. Aujourd'hui, je pense que les gens ont pris... c'est mal vu encore par certaines personnes, c'est tabou, les gens, des fois, ne veulent pas en entendre parler, les gens changent de poste quand on parle de santé mentale, mais il y a de plus en plus d'ouverture, je trouve, par rapport à avant. Oui, il y en a de plus en plus, puis je dirais aussi le tabou, parce que moi, je suis d'origine haïtienne, puis dans ma communauté, je pense que ce tabou-là est plus fort. Cependant, moi, mon expérience a été juste positive, puis j'ai senti que les gens étaient comme, enfin, quelqu'un en parle dans la communauté haïtienne. Ça fait que ça a été ma grande surprise, parce que je m'attendais à me faire juger quand j'ai commencé à en parler, parce qu'en fait, j'ai commencé à en parler en 2015. J'ai fait une conférence TEDx à Québec, puis c'est la première fois que j'en parlais comme ouvertement comme ça. Puis là, ça a été vu plus de 7500 vues sur YouTube, fait qu'il y a beaucoup de monde qui m'en parle puis qui l'ont vu.
Mais la réaction a juste été positive. Même à l'université aussi, mes enseignants étaient contents pour moi, mes collègues de classe, puis les gens de la communauté haïtienne aussi, même mes parents aussi, comme... Dans la campagne que j'ai faite cette année pour la santé mentale, il y avait comme des affiches qu'on devait comme distribuer, puis c'était distribué à travers le pays. Ouais. Puis mon père en prenait plein, puis il donnait ça aux gens autour de lui, puis il était comme super fier, puis ça a juste été positif pour moi. Ça m'a vraiment surpris, ouais. Je me souviens à l'époque des chroniques, c'est toi qui nous avais approchés, puis bon, on n'avait pas insisté sur ton vécu, tout ça, mais qu'est-ce que tu peux nous dire, mettons, aux auditeurs, qu'est-ce qui t'a affecté, entre guillemets, puis maintenant, t'es beaucoup mieux, évidemment. Ouais. Moi, en fait, j'ai commencé à avoir des symptômes dépressifs. J'avais environ 11 ou 12 ans. Fait que c'était à la fin du primaire, début de l'école secondaire. Puis j'étais victime d'intimidation aussi. Puis mes parents sont séparés quand j'avais 14 ans. Puis je vivais comme des difficultés avec mes pères et tout ça à l'école. Donc, tout ça mis ensemble, quand t'es jeune puis t'as pas beaucoup de vécu, c'est gros, comme pour une personne de 11 ou 12 ans. Puis c'est ça, j'ai continué à pas aller bien pendant tout le long de mon secondaire. Puis à la fin du secondaire, j'ai reçu un diagnostic de bipolarité parce que mes symptômes étaient quand même assez intenses, mes symptômes dépressifs. Mais aujourd'hui, je vais bien. C'était en 2010. Puis aujourd'hui, je vais de mieux en mieux parce que j'ai quitté l'environnement aussi où je me sentais pas bien à l'école. Je suis rentrée au cégep. J'ai été dans un programme au Collège Antique qui me passionnait vraiment, intervention en délinquance. Puis c'est comme ça a donné comme un sens à ce que j'avais vécu. Puis j'ai comme retrouvé comme en anglais on dit un purpose. Je sais pas comment le dire en français, mais je me suis sentie de plus en plus ancrée. Puis petit à petit, j'ai commencé à aller mieux. Puis là, ça fait 7 ans, cet automne, que j'ai eu mon diagnostic. Puis j'ai jamais été aussi bien. Là. Ouais. Avais-tu besoin, quand tu parlais en 2015, tu as fait un peu une sortie publique. Ouais. Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que c'était énervant à faire? Est-ce que tu sentais qu'il fallait que tu le fasses? Je sentais qu'il fallait que je le fasse parce que je voyais beaucoup de jeunes autour de moi qui souffraient en silence puis qui n'en parlaient pas. Puis je voyais comment il y avait un vide qui se faisait autour de ces personnes-là. Puis je l'avais vécu moi aussi. Quand j'étais pas bien, les gens, ils savaient pas quoi faire. On était jeunes, on était des ados. Puis j'ai senti qu'il y a plusieurs personnes qui vivaient la même chose. Puis ça me dérangeait beaucoup parce que dans le fond, ces personnes-là, on faisait pas de mal à personne. On était juste pas bien. Puis on avait besoin de soutien. Puis au moment où on avait plus le besoin de soutien, on était moins soutenus. Fait que j'ai senti que je devais en parler. Puis aussi, juste par souci d'authenticité, parce que les gens voient beaucoup une image de moi d'une fille qui a comme réussi, puis qui fait plein d'affaires. Puis je voulais montrer qu'il y a un parcours pour en arriver jusque-là. Puis je voulais plus me cacher. Je sentais que je voulais le crier en quelque sorte, que j'avais vécu ça, puis que j'étais bien, puis que c'est correct de pas bien aller, de mal filer, mais qu'on peut mener quand même une vie épanouissante, puis heureuse, puis que c'est un peu pour toutes ces raisons-là que je l'ai fait, parce que ça me torturait de comme pas le dire, puis de sentir qu'il y avait comme pas un masque, mais comme je me sentais moins proche des gens autour de moi parce que je cachais cette facette-là de ce que j'avais vécu. Puis tu t'es impliqué totalement dans beaucoup de causes. Toi-même, tu nous avais contacté justement à la radio. Fait que t'es quelqu'un d'action. Fait que si tu le dis pas, ça dirait que ça fait pas partie de toi. Il faut que tu ailles jusqu'au bout de ton processus. Oui, c'est ça. Fait que quand j'ai décidé de faire la conférence TEDx, je me suis dit, soit je fais, comme ça, je le fais ou je le fais pas. Mais si je le fais, il faut que je le fasse à 200%. Comme je fais rien à moitié dans la vie, fait que... Mais je suis contente de l'avoir fait. Ça m'a demandé du courage. Je dis pas que ça a été facile. Parce qu'au début, c'est comme, qu'est-ce que les gens vont penser. Même ma famille avait des appréhensions aussi. Il y avait peur que, comme, tu sais, pour l'emploi, puis il y a encore de la discrimination et des choses comme ça. Mais ça a juste été positif. Même en emploi, les employeurs l'ont su, puis ils m'ont quand même embauché. Donc, il n'y a pas eu de... J'ai senti vraiment juste du soutien. Puis j'ai même gagné des prix aussi dans l'année qui a suivi ma conférence TEDx aussi. Fait que ça a juste été comme au-delà de mes attentes. Et ça se sent si t'es à l'aise ou pas avec une situation. Fait que c'est mieux d'avoir une personne qui a pris un recul, qui est capable de juger sa situation puis qui est en contrôle de sa situation que quelqu'un qui n'est pas en contrôle. J'aimerais ça, Caroline, qu'on parle tu parlais tantôt, puis c'est intéressant, on l'a pas souvent abordé à l'émission, mais comment ta famille ou tes proches, tu dis que t'es d'origine haïtienne, donc c'est souvent plus tabou peut-être dans certaines communautés culturelles. Comment, à l'époque, quand tu avais 12 ans, comment les gens réagissaient? Comment tes parents prenaient ça? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as du soutien quand même de ta famille? Quand je commençais à mal aller, j'avais quand même des pensées suicidaires, puis j'étais enfant. Puis comme j'avais moins de 14 ans, on m'a forcé à voir la psychologue de l'école. Donc, c'est l'école qui m'a obligée à voir un professionnel à l'école.
Puis là, ils ont dû appeler mes parents parce que j'avais pas 14 ans, donc c'était pas confidentiel. Puis ils étaient inquiets pour moi, puis tout ça. Puis mes parents, de ce que je me souviens, je pense qu'ils étaient juste, ils savaient pas quoi faire. Je suis l'aînée de ma famille aussi, je suis la première de ma famille. Puis il y a pas de manuel pour être parent, c'est comme tu réagis sur les situations, tu sais pas trop comment faire. Donc, mes parents m'ont quand même emmené voir mon médecin de famille. Parce que la psychologue de l'école voulait que j'aille voir mon médecin de famille pour voir comme qu'est-ce que j'avais. Puis je me souviens juste que mon médecin de famille m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir des vrais problèmes. Je me rappelle juste ça de toute la conversation. Mais ce qui est drôle, c'est que même si j'ai eu cette réaction-là, j'ai quand même continué à demander de l'aide à l'école. Parce qu'au début, je voulais pas voir la psychologue de l'école, je voulais rien savoir. Puis après, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien d'en parler. De parler de comment je me sentais, puis de mes petites peines, puis des petites joies que je vivais comme enfant. Puis mes parents, au début, ma mère, surtout, je me souviens, je pense qu'elle a trouvé ça dur que je me confie à une autre personne que elle. Mais après, elle a comme réalisé, ça lui fait du bien, fait que finalement, c'est une bonne chose. Puis aujourd'hui, mes parents sont juste fiers de moi, là, puis de... Ouais, parce qu'ils ont vu tout le parcours pour en arriver jusqu'ici. Là. Fait des fois, comme parents, on veut pas non plus le dire. On est un peu gêné. On est un peu... Tu sais, on se demande un peu d'où ça vient, puis c'est pourquoi ça nous arrive. Puis c'est un peu ça. J'imagine que tout le monde, là, pas juste... tout le monde vit ça, en général, là, les gens qui sont pas habitués de vivre des problèmes de santé mentale. C'est vraiment intéressant. Comment tu vois ton avenir? Là, tu es justement à l'université en maîtrise, donc c'est une bonne poursuite. Mais comment tu vois la suite? Je pense que j'aimerais juste continuer à faire ce que je fais maintenant. Je suis bien avec ce que je fais. Je fais des conférences, je parle de mon histoire, je m'implique dans ma communauté. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça avoir une famille. si je trouve un chum un jour, là, mais j'aimerais ça continuer à faire ce que je fais en ce moment parce que je suis bien avec ce que je fais puis je me sens à ma place. Tu as trouvé le bon secteur. En fait, tu me disais en travail social. Travail social. Donc, c'est vraiment, ça va être l'histoire de ta vie, je pense. Je me vois faire ce que je fais toute ma vie. Ton vécu, puis c'est de faire quelque chose qu'on aime. Hein, quand on veut travailler dans quelque chose qu'on aime, c'est toujours plus agréable. Puis je pense que ça a été un gros facteur dans mon rétablissement aussi d'avoir trouvé comme une passion puis de m'être accrochée à ça puis d'avoir mis toutes mes énergies là-dedans. Puis ça m'a comme aidé à reprendre pied. Fait que je pense que c'est... Oui, t'es un des 5 visages de la santé mentale. À chaque année, il y a plusieurs personnes à travers le Canada qui sont de différents âges, en fait, plus vieux, plus jeunes, et de différentes régions. Les gens qui veulent en savoir plus sur ça, parce qu'il y a certaines vidéos qui existent, tu as même une vidéo où on te voit un peu parler de ton histoire, tout ça, puis probablement que les autres participants, la même chose. Les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent chercher sur Internet? C'est peut-être la meilleure façon. Le nom est un peu long, mais c'est l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. Donc, juste taper ça dans Google, puis vous allez trouver le site. Le site, puis à ce moment-là, c'est les visages en 2017, c'est toi et 4 autres personnes, donc une autre personne du Québec. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir été des nôtres. C'était fort intéressant. Ça fait plaisir. Merci, puis tu reviendras pour d'autres occasions ou même des chroniques. C'est toujours agréable de te recevoir. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Vous désirez communiquer avec l'équipe de Folie Douce par téléphone? Rien de plus facile. Composez le 514-990-9604. Nous y allons maintenant avec le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors, le sujet aujourd'hui, les enfants surdoués, Pierre. Oui, d'après un article que j'ai pris sur Internet, c'était en fait une entrevue avec Albert Jacquard, qui était généticien français. Inconnu, là, Oui, qui était très connu, puis qui était venu ici au Québec à quelques reprises donner des conférences et donner des entrevues. C'est un intellectuel qui a réussi à démystifier beaucoup de sujets. Oui, là, mais il est décédé maintenant depuis quelques années. Il était né en 1925. Il était passé par l'école polytechnique. Il était généticien. Il était aussi un militant de gauche convaincu et favorable à une sortie du nucléaire, à l'élimination du nucléaire, si on veut. Et c'était un auteur prolifique. Il a signé des dizaines d'ouvrages de vulgarisation scientifique et d'essais consacrés à des sujets divers, mais surtout politiques. C'était un humaniste. Il est mort le 11 septembre 2013 à Paris. Il avait donc 87 ans. Et il était président d'honneur de l'association Droit au logement en France, à Paris. Il a été emporté par une forme de leucémie. Il s'était signalé aussi ces dernières années en prenant position, comme j'ai dit, contre le nucléaire, en compagnie de Stéphane Hessel, avec qui il avait écrit le volume « Exiger
la sortie du nucléaire. C'était en 2012. Il s'était également prononcé en faveur de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Ce monsieur Mélenchon était membre du Parti socialiste et il avait fondé le Parti de gauche. Et en 2012, il était candidat à l'élection présidentielle. Albert Jacquard était officier de la Légion d'honneur et proche du milieu altermondialiste. Il était connu aussi pour être un fervent défenseur de ce qu'il appelait la décroissance et des logiciels libres et pour la promotion de la langue internationale de l'espéranto. Pour savoir qu'est-ce que ça veut dire la décroissance, je vous conseille d'aller sur Internet. Là, il me faudrait une autre chronique pour en parler. Ouais. Mais revenons aux enfants surdoués. Oui. Alors, il avait donné... pour le généticien Albert Jacquard, les surdoués sont des enfants plus rapides que les autres sur certains sujets. Mais quel est l'intérêt de comprendre à 13 ans plutôt qu'à 18? Ouais. Il est l'auteur aussi de La légende de demain aux éditions Flammarion. Je pourrais répondre bien bêtement, c'est parce qu'ils sont plus intelligents, c'est tout. Oui, mais tu vas voir, lui, comment il voit ça. Il a été interviewé par Fabien Gruyer, du Nouvel Observateur. Il lui avait demandé comme question, les enfants surdoués, cela existe-t-il, oui ou non? Albert Jacquard avait répondu « Non, je n'y crois absolument pas. » Et je me suis d'ailleurs battu à ce propos contre l'éthologiste Rémi Chauvin. L'éthologie, c'est l'étude scientifique du comportement des espèces animales, incluant l'être humain dans leur milieu naturel. Alors, lui, il nous dit il ne peut pas y avoir de surdoué, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, dans le mot surdoué, il y a sur, ce qui veut dire supérieur, et implique aussitôt une hiérarchie. Mais le surdoué est supérieur à quoi et à qui? Il nous dit quand on songe que cette hiérarchie est basée sur un seul critère, la mesure du quotient intellectuel, le prétendu quotient d'intelligence, on voit tout de suite qu'il s'agit d'une idée folle. Mesurer l'intelligence, prétendre ramener cette réalité multiforme à un malheureux chiffre, il nous dit c'est idiot. Moi, je pensais aussi que c'était les notes de ton bulletin. Ben, tu peux voir ça comme ça. Dans le sens que tu peux être bien brillant, mais d'avoir des mauvaises notes sur ton bulletin, puis être très doué et avoir de très bonnes notes sur ton bulletin. Oui, mais tu vas voir qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus. Il nous dit... Ou alors, pourquoi ne pas instaurer aussi un QB, c'est-à-dire un quotient de beauté? Quand je propose cela, les gens ricanent. Tout le monde devrait ricaner de la même façon à propos du QI. L'autre raison, c'est que dans le mot surdoué, il y a également le mot doué, c'est-à-dire bénéficiant d'un don. Un don de qui? De la nature, forcément. Les Québécois ont même inventé le mot douance, c'est-à-dire l'aptitude à être plus ou moins doué. Comme tout ce que la nature nous transmet est inscrit dans nos gènes, il faudrait donc supposer qu'il y a des gènes de l'intelligence. Il nous dit, or, il n'existe que des gènes de l'idiotie qui détruisent le cerveau. Mais l'idiotie n'est pas le contraire de l'intelligence, car c'est une maladie. De même, il existe de méchantes bombes qui peuvent détruire, disons par exemple, le château de Versailles, mais il n'existe pas plus de bonnes bombes capables de le reconstruire que des gènes de l'intelligence. Les gènes n'ont rien à voir avec la connexion des neurones. C'est quand même surprenant, venant de scientifique. Oui, de quelqu'un qui connaît sa vie. Il y a aussi dans la douance, il y a de l'effort aussi des fois. L'effort, tu fais pas juste dire ça ne vient pas d'un don du ciel pour apprendre. Tu fais l'effort. Faut que tu travailles. Faut que tu le comprennes, ton sujet, que tu es bon. Ouais. Ça vient pas tout seul. Alors, M. Gruyer lui demande ensuite, il y a tout de même, et cela se voit à l'école, des enfants plus brillants que d'autres. M. Jacquard répond, voilà, vous l'avez dit brillant. Mais est-ce que cela veut dire intelligent? L'intelligence, c'est la faculté de comprendre. Or, comprendre vraiment quelque chose, c'est toujours long. Être vraiment intelligent, c'est comprendre qu'on n'a pas compris. Exemple type, Albert Einstein. Mon ami Albert, oui, élève... que tu apprécies bien. Albert Einstein, donc, élève à la scolarité médiocre, ne fut certainement pas un enfant surdoué. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. On poursuit. Tu as amorcé le sujet. On veut vraiment en savoir plus. Les enfants surdoués à Folie douce. Merci.
À venir dans l'émission Folie douce, notre collaboratrice Ève Cardinal nous parle des phobies. À l'Espresso allongé, on poursuit sur le sujet les enfants surdoués. Vous entendrez aussi en chanson Flash de Minuit et Baby Boom de Yann Perrault. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. Eh bien, bonjour Ève Cardinal. Bonjour Yvan. Bonjour, bienvenue encore une fois à notre micro, à ton micro également, parce que tu fais partie quand même des chroniqueuses de notre émission Folie douce. C'est toujours un grand plaisir de jaser avec toi et avec nos auditeurs. Ben oui, c'est toujours un plaisir de te recevoir, surtout que tu aimes beaucoup la radio et que tu aimes les communications et tu aimes de parler des problématiques de santé mentale pour informer les gens, c'est important. Très important, oui. C'est ce qu'on fait ensemble. Donc, les phobies aujourd'hui, ton sujet, c'est large, il y en a beaucoup, toutes sortes de phobies, donc par où on commence? Effectivement, encore une fois, c'est très large, comme tu le dis, puis ça fait partie de la grande famille des troubles anxieux, aussi les phobies. Et en fait, il y a des phobies très complexes, des phobies simples, des phobies croisées. En tout cas, il y a toutes sortes de types de phobies, puis ça touche quand même une bonne partie de la population. Je veux dire, c'est pas rare que quelqu'un ait une phobie. Par contre, là, où ça s'arrête quand ça devient très problématique au point de s'empêcher de fonctionner dans la vie de tous les jours, c'est là qu'on peut parler d'une problématique qui est plus sérieuse. Donc là moi, Yvan, là, j'ai été voir sur Wikipédia, j'ai été voir plein de sites. Je te le dis, là, il y a une page émise complète de tous les types de phobies. Hein. Je vais te donner, il y en a... Anuptaphobie. Est-ce que tu sais c'est quoi? Aucune idée. C'est la peur du célibat. OK. Oui, tout à fait. Dans le sens de nuptial, là, c'est ça? Probablement, mais écoute, j'aurais jamais pensé à ça. Si je te dis ablutophobie. Non. C'est la peur de se baigner. Ah, OK. Alors là, je vais pas t'énumérer là, tout ce que j'ai trouvé, mais autrement dit, ça illustre clairement qu'on peut avoir peur de beaucoup de choses, puis que c'est un grand mot pour une peur qui est plus restreinte. Mais ça, bref, c'est pas juste pour mettre de la poudre aux yeux. Il y a vraiment des problématiques dans tout ce qui est listé là. Il y a des gens qui ressentent des peurs pour tous ces... Oui, tout à fait. Puis là, on sourit un peu, mais en fait, dans le quotidien, ces personnes-là, quand ça devient vraiment une phobie qui prend énormément d'ampleur, ça devient vraiment comme que ça peut, en fait, être extrêmement désagréable à vivre. Prends-moi, sérieusement, je le dis ouvertement, j'ai une phobie des camions. OK. Oui. Puis elle est irraisonnée. Elle n'est pas raisonnable. En ce moment, j'ai une raison. En fait, j'ai failli me faire foncer dedans par un camion. Okay. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, en ce moment, quand j'ai peur des camions sur la route, je veux dire, ils sont à 2 voies de large loin de moi. Je vois un camion, je fige, j'ai mal à l'estomac, j'ai des crampes, ça devient très désagréable. Ça devient un danger, là. Oui. Puis à tous les jours, puis je veux dire, je suis pas gênée d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des phobies, puisque la page me prouve
trouve l'ampleur de la situation. Donc, à ce niveau-là, ben, quand on prend la route avec mon copain, je veux dire, on va à Québec, imagine sur la 20, là, le nombre de camions. C'est un voyage qui est très, 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 comment très tu fais pour moi. Passer par-dessus? Tu viens de trouver des trucs? Ben, je prends un shooter avant de partir. Non, c'est pas vrai. C'est ça, on gèle. Non, mais il y a des techniques de respiration. À un moment donné, j'ai trouvé la façon que j'ai trouvé, c'est de m'asseoir en arrière au lieu de m'asseoir en avant. Mais là, mon chum se trouvait qu'il avait l'air un peu du chauffeur. Il se fait dire, écoute, c'est un Uber. Oui, tout à fait. Mais à un moment donné, c'est ça, il faut trouver des solutions pour essayer de gérer ça. Puis en fait, on a tous et toutes nos mécanismes de défense là, à ce niveau-là. Mais blague à part, là, je suis pas là pour vous raconter ma vie non plus, mais ça m'a surprise. En fait, je m'en doutais, mais l'ampleur que ça peut avoir, on a aussi plusieurs types de phobies. Il y a les phobies, les phobies de type sans injection accident. Donc ça, c'est une phobie particulière dans la mesure où au lieu de voir monter l'activation du système nerveux sympathique, du rythme cardiaque et tout, on perd connaissance. Donc il y en a qui ont tellement peur de quelque chose qui peuvent carrément tomber dans les pommes. Ensuite, il y a les phobies de type animal, donc la crainte des animaux, des araignées. Certains types d'animaux, les chats, les chiens, les oiseaux. Exactement, puis on s'entend que dans la vie de tous les jours, c'est un peu difficile à éviter. Là. On vit dans un monde où il y a des animaux, donc ça peut devenir une souffrance qui est quotidienne. Il y a la phobie sociale aussi. Ça, c'est qu'on entend souvent parler. Là, oui, on en entend souvent parler, mais est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi? Tu sais, souvent, on interprète, on peut dire, il est timide, elle est timide, mais une phobie sociale, là, c'est 20 à 50% des gens qui sont timides dans la vie, mais qui n'ont pas nécessairement une phobie sociale. Mais il y a plus d'une personne sur 10 qui va ressentir une réelle détresse en situation sociale. Alors, on dit alors là que ce 10%-là de ces personnes-là ont une phobie sociale. Donc, on peut parler de la crainte d'interagir, d'une crainte extrême de parler en public, qui peut avoir des répercussions même physiques, des crises de panique, augmentation du rythme cardiaque, perte de connaissance, etc. Donc, ça veut dire qu'ils sont presque incapables d'aller en société. Là, de sortir, de voir des gens dans les lieux publics ou dans des groupes. Ou peu importe, un stade plus avancé, oui, effectivement. Là, ça peut même aller jusqu'à affecter effectivement le travail, parce que la personne à ce moment-là a carrément peur d'interagir, là, si on va en société. Mais on s'entend, Yvan, que justement, moi, je vous parlais de ma phobie des camions. Il y a divers degrés aussi dans une phobie, puis c'est quelque chose qui est temporel. Donc, ça peut quand même s'atténuer. Ça peut revenir, ça peut partir complètement. Donc, tu sais, c'est un peu difficile de jauger là, cette émotion-là, ce feeling-là. Comment tu pourrais te définir? Est-ce qu'il y a une définition ou est-ce qu'il y a une façon de l'expliquer? C'est quoi une phobie? Tu sais, on le sait, là, c'est une peur de... Mais est-ce qu'il y a une façon simple de dire... ce que c'est en fait une phobie, c'est dès que ça devient ingérable? C'est carrément une crainte irraisonnée. Irraisonnée ou irrationnelle d'un objet ou d'une situation. Je veux dire, si on a peur d'une araignée, on s'entend que l'araignée peut être à l'autre bout, puis juste, mettons, de la voir à la télé, on s'entend, on voit une araignée à la télé, elle va pas nous sauter dessus, mais ça devient comme un malaise général à la vue d'une situation ou au ressenti d'une situation ou à la vue d'un objet ou de quelque chose. OK. Et donc, je t'ai un peu interrompu, mais... Pas de problème. Ben, c'est ça. Donc, il y a 25... c'est drôle, j'ai lu qu'il y a 25% de la population qui ont une peur intense des serpents. Peur. Mais c'est ça. C'est un peu normal. La nuance entre peur et phobie, c'est là qu'il faut la faire. C'est qu'on peut avoir peur de quelque chose, mais la phobie, c'est quand ça devient irraisonné, puis que ça devient comme paniquant juste à l'idée d'imaginer une situation. Mais la peur du serpent, je peux comprendre, parce que c'est quelque chose on pense qui est dangereux. Oui, qui a du poison. Et qui peut l'être. Un peu comme les requins, tu sais, on se baigne, puis on a peur des requins, malgré qu'il y a peu de requins qui s'attaquent aux humains. C'est ça, mais un exemple concret, si t'en veux un, c'est comme si moi, je te dis, j'ai peur des serpents, oui, mais que là, j'ai tellement peur des serpents que si j'en vois un dans Indiana Jones, je vais quasiment comme me mettre à me sentir mal. Là. C'est un type d'exemple. Irraisonné, parce que ça reste que c'est pas de la réalité. C'est ça, tout à fait, à titre d'exemple. Mais, tu sais, écoute, c'est tellement complexe que c'est difficile aussi de décomplexifier ça. Donc, mais à quelque part, oui. Et en même temps, ça touche quand même beaucoup de gens. Puis une phobie, c'est ça. Où est la limite entre la peur, la crainte, la phobie, l'obsession? C'est difficile à cerner aussi.
Et comment les gens savent qui ont besoin d'aide, qui ont besoin justement, qui ont une phobie ou qui ont des phobies, ça peut être plusieurs phobies. C'est dur à gérer encore plus. Comment on peut reconnaître qu'on a vraiment une phobie, que c'est pas juste une peur? Ben, c'est quand ça affecte vraiment la vie quotidienne, quand ça nous empêche de faire des activités, quand ça devient que c'est quelque chose qui nous empêche de vivre, si on veut. Ouais. Alors là, je reviens à l'exemple du camion. C'est comme là, je te disais, Yvan, je peux plus voyager, je peux plus aller à Québec, je peux plus rien faire parce que j'ai trop peur des camions. Puis que là, ça m'empêche d'avoir une qualité de vie de façon importante. Là, c'est là qu'il faut penser sérieusement à les consulter. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est pas juste, il y a des techniques, hein, c'est pas juste nécessairement la psychologie conventionnelle pour le type. Il y a des trucs, parce que dans le fond, tu sais, tantôt, je te demandais, tu parlais un peu de ton expérience personnelle, là, des camions, mais tu sais, je te disais, comment tu fais pour passer par-dessus? Justement, tu as développé des trucs. J'ai dit que je prenais un shooter. Oui, c'est ça. Ça peut faire... Non, ben, technique de visualisation, la technique de respiration aussi, ça aide beaucoup. C'est aussi de rationaliser. Hein, mais quand tu disais aussi que tu t'assoyais derrière, ça faisait quoi? C'est que tu le vois moins? Tu es moins consciente de ce qui environne la voiture? Exactement. J'ai moins l'impression, dans ce cas-là, moi, d'être exposée directement à une collision. Le camion où je peux, à la limite, des fois, je me couche sur le banc arrière pour pas voir. Exemple. Donc, excusez-moi, là, mais c'est ça. Donc, mais on pense pas que t'es folle. Là, folie douce, hein, c'est ça. Non, puis on est là pour aussi démystifier les affaires. Tu sais, je veux dire, si on en parle, si personne n'en parle, à un moment donné, on va se dire, ça va rester tabou, puis on fait ça pour rien. Tout à fait. Tu sais, puis justement, c'est d'en parler aussi, parce que le plus paniquant, quand tu as une phobie, c'est de le cacher. Parce que si là, moi, je commençais à faire croire à mon copain que j'ai pas peur, puis qu'en dedans, je suis complètement terrorisée, ça va pas m'aider. Elle veut toujours s'asseoir en arrière. Oui, exactement. Donc, ça crée... Des points d'interrogation, là, c'est ça, tout à fait. Donc, il faut aussi apprendre à en rire un peu. Hein, je veux dire, il faut, si on ne vaut pas un rire, on ne vaut pas grand-chose. Donc, tu sais, comme apprendre à apprivoiser cette phobie-là. Puis, sinon, ça, c'est des trucs quotidiens, mais il y a l'hypnose qui peut... Il y a des techniques d'hypnose pour certains. Sinon, ça peut être un suivi psychologique. Et l'autodérision, comme tu dis, il y a beaucoup de gens, souvent, qui ont assumé leurs problématiques, que ce soit physique ou mentale. Puis quand ils font de l'autodérision, on dirait que ça les aide, puis ça aide l'entourage à être pas mal à l'aise non plus. C'est un peu qu'est-ce qu'on s'est dit tantôt. Toi, tu me dis ça, puis tu me dis, bon, je prends un shooter, puis moi, je dis, bon, t'es pas folle. Mais tu sais, dans le fond, on dédramatise, dans le fond, parce que on prend ça, on fait de l'autodérision, on se dit, dans le fond, on est mieux d'en rire, puis de trouver comme un côté qui va comme... justement enlever un petit peu le côté dramatique de la chose. Hein, Puis il faut se dire que dans ce cas-là, je veux dire, justement, la phobie n'est pas irréversible. Il y a des techniques aussi au niveau du behaviorisme. C'est-à-dire ça, en tout cas, il y a des pour, il y a des contre, mais il y a des gens des spécialistes qui affirment qu'en fait, la meilleure façon de contrer une phobie, c'est d'affronter sa peur. Oui, c'est ce qu'on disait souvent avec les animaux. Dans le temps, les gens avaient besoin des chiens, ils disaient, achète-toi un chien ou adopte un chien, puis ça va t'enlever. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça aide. Ça aide sûrement. Là. C'est comme n'importe quoi en psychologie. Hein. Il y a des pour, il y a des contre, il y a des théories. Donc, la théorie behaviorale, je veux dire, a fait ses preuves pour certains, mais ça dépend encore. Alors là, à ce moment-là, c'est de trouver la meilleure façon pour soi, puis des façons d'essayer justement de désamortir ça, parce que sinon, ça peut prendre une place qui est totalement disproportionné dans une vie. Et pour l'entourage aussi, comme bien d'autres problématiques. Avant de terminer, Ève, est-ce que les ressources là-dessus, il y a plusieurs ressources, au moins on est chanceux, je pense qu'il y a des groupes d'entraide, il y a des groupes, je pense qu'il y a un site web même qui comme tu disais tantôt, il y a beaucoup de... Ça démystifie un peu, ça donne l'information sur les différentes phobies. On cherche quoi, en fait? Allez sur Wikipédia, voir le nombre de phobies qu'il y a. Premièrement, ça va vous faire dire vraiment que vous n'êtes pas tout seul dans la vie. Déjà, ça désamorce. C'est ça. Et ensuite, non, plus sérieusement, il y a des organismes aussi dans les CLSC, on peut consulter, on peut aller chercher des ressources, on peut aller à l'organisme Revive. Il y a des groupes, tu sais, je veux dire, sur Internet, là, ça, des groupes d'entraide, des pages Facebook. Il y en a une qui s'appelle notamment Anxiété et phobie sociale. C'est un forum de discussion où est-ce que les gens souvent ont des phobies et des troubles anxieux. Donc, tu sais, comme je le disais, ça fait partie malheureusement de la grande famille des troubles anxieux et c'est souvent
souvent accompagné, ça peut être accompagné d'un TOC aussi, ça peut être accompagné d'un problème d'anxiété généralisée, ça peut être un choc post-traumatique. Les phobies sont souvent la résultante d'un choc post-traumatique. On en reparlera une autre fois, du choc post-traumatique peut-être. Donc, tu sais, je veux dire, mais c'est de désamorcer, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Ève. Encore une fois, très intéressant comme chronique sur les phobies. Ève Cardinal, donc à une prochaine. À la prochaine. Bonne continuité. Merci. Bye-bye. Bye. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons maintenant à l'Espresso allongé avec le même sujet entamé plus tôt, Pierre. Les enfants surdoués. Ghislain est avec nous également. Oui. C'est pas notre biographie, Pierre. Juste pour... Oui, c'est ça. Je pensais que vous parliez de vous tout ce temps-là. Parle pour toi-même. On fait ça avec beaucoup d'humilité. Oh, oui, c'est ça. L'humilité, c'est ta caractéristique. Oui, c'est pas de qualité toujours. Alors, je poursuis ma lecture d'une entrevue qu'avait donnée Albert Jacquard, le généticien français décédé il y a quelques années, qu'il avait donné au journal Le Nouvel Observateur à M. Fabien Gruyer. Alors, M. Jacquard nous disait « Être vraiment intelligent, c'est comprendre qu'on n'a pas compris. Mais comprendre que l'on n'a pas encore compris, c'est beaucoup plus intelligent que de croire que l'on a compris, ce qui est la caractéristique de l'enfant prétendument surdoué. Ce dernier se signale avant tout par la confiance en soi, par l'habitude de s'imposer ou l'aptitude à se manifester. C'est une simple question d'aventure sociale. Et à l'inverse, un jeune garçon de 14 ans dans un collège de banlieue à problème m'a un jour posé la question suivante. « Monsieur, est-ce que l'on peut devenir généticien lorsqu'on a un casier judiciaire? » Cette question m'a troublé. Ce jeune n'avait pas de casier judiciaire, mais il savait que fatalement, il finirait par en avoir un. Ce n'était pas un élève brillant, mais il avait compris beaucoup de choses. L'intelligence, c'est toujours l'aboutissement d'une aventure individuelle, nourrie par les stimuli extérieurs. Et cela n'a rien à voir avec la génétique. Ça revient un peu à l'humilité qu'on parlait tantôt. T'sais, on faisait ça à la blague, mais c'est vrai, quand tu es mais tu vois comme il lui dit, M. Jacquard, dans le fond, de lui-même, quand la personne voit qu'elle a peut-être des choses à faire avant d'arriver à un but, là, c'est bien. Oui, c'est plus un processus, d'après M. Jacquard. C'est ça, l'intelligence, c'est pas la connaissance nécessairement. Ouais. Alors, M. Gruyer lui demande par la suite, mais comment la caractériser et comment se construit-elle, l'intelligence? M. Jacquard dit, on peut relier l'intelligence au nombre des synapses, les connexions entre les cellules nerveuses ou neurones. Or, nos 100 milliards de neurones sont reliés par 10 millions de milliards de synapses. On voit tout de suite que la génétique est incapable de s'en mêler. Comment les 100 000 informations de notre génome pourraient-elles contenir le plan de 10 000 millions de milliards de connexions? C'est assez difficile. Ça en fait. Mais c'est assez difficile aussi de le contredire parce que c'est un généticien. Non, c'est effectivement. Et M. Jacquard nous dit il y a plus. J'ai fait le calcul. Entre la naissance d'un enfant et sa puberté, 300 millions de secondes s'écoulent. Au bout de ce temps, vous avez, on l'a dit, 10 millions de milliards de synapses. Cela veut dire que sans arrêt, pendant une quinzaine d'années, 30 millions de synapses se créent à chaque seconde. Comment voulez-vous que le programme génétique puisse contrôler un phénomène aussi fou? Et forcément, cette construction des synapses est gouvernée par les informations et les stimuli provenant de l'extérieur. À cet égard, je suis persuadé, par exemple, que les caresses reçues ou non de la mère jouent un rôle important dans la construction de l'intelligence. Ça, c'est pas sûr, parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents, qui ont eu des enfances extrêmement violentes et difficiles. Oui. C'est pas une garantie. Là. Ah, mais lui, tu dois trouver que ça ne doit pas nuire. Oui, c'est ça. C'est sur soi des claques par la tête. Oui, c'est sûr que si on mettrait la vie d'Oprah Winfrey, qui a eu une enfance très, très, très misérable, c'est pas une garantie, puis c'est pas une femme idiote, je crois. Non, je penserais pas. Alors, la prochaine question qu'on lui a demandé, les surdoués seraient des enfants qui ont été plus ou mieux caressés
par leurs parents, M. Jacquard répond « Ce n'est qu'un aspect de la question. Plus profondément, je pense que les enfants qualifiés de surdoués sont des enfants plus rapides que les autres sur certains sujets. Or, la rapidité, ce n'est que l'une des composantes de ce que l'on nomme l'intelligence. Il n'y a aucune raison de supposer qu'elle en est la composante majeure. Quel intérêt de comprendre quelque chose à 13 ans plutôt qu'à 15 ou à 18? L'important, c'est de finir par comprendre. Et souvent, qui dit rapide, dit aussi superficiel. Les surdoués sont des êtres superficiels. Mais je me demande, lui, M. Jacquard, si c'était un enfant surdoué. Je crois pas. Est-ce que dire surdoué, ça veut dire que tu connais, ça veut pas dire juste en dire que tu es capable de réciter, tu connais quelque chose. Pas pareil que, tu sais, juste... tu es capable de le réciter. Moi, je dirais que surdoué, c'est quoi? C'est un talent, ça va avoir des bonnes notes. Ça veut pas dire que tu connais tout, il faut que tu aies étudié. Non, dans des c'est une domaines. prédisposition. Oui, mais quand tu sais que je vais prendre des enfants en musique classique, c'est pas juste de savoir jouer une sonate de Brahms. C'est être capable de la ressentir aussi. Certains sont capables de la ressentir. Ça, c'est plus la sensibilité, je dirais. Mais c'est de l'intelligence émotive aussi. Tu peux appeler ça comme ça. Alors, M. Jacquard poursuit en disant « Malheureusement, ici comme ailleurs, nous succombons à cette mode absurde, la valorisation de la vitesse dominante de la société actuelle. Cessons de confondre la vitesse avec l'aboutissement, car on le sait depuis longtemps, rien ne sert de courir. Moi qui enseigne la génétique à des étudiants en première année de médecine, je constate qu'en moyenne, les filles sont meilleures. Est-ce à dire que les garçons sont moins intelligents? Je pense qu'il y a une explication plus logique. À cet âge, tandis que les filles pensent à leurs études, les garçons pensent aux filles. Alors, c'est le vrai sujet important. Si on veut en savoir plus, en fait, on cherche quoi, Pierre, sur Internet? Oui, en fait, vous pouvez regarder pour Albert Jacquard, mais le titre n'est pas Les enfants surdoués. Ça s'appelle Albert Jacquard. Qu'est-ce que cela veut dire être intelligent? Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ghislain, pour ta participation. On poursuit la Folie douce. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous de Folie douce. J'en profite pour inviter les gens, si vous voulez, consulter notre site web. Notre site web a beaucoup de ressources. Donc, c'est au antenne.qc.ca. On peut retrouver la plus récente émission. On peut écouter en tout temps notre plus récente émission. Les infos aussi mentionnées à l'émission. Il y a une section particulière juste pour ça. Donc, c'est intéressant de pouvoir... il est esthétiquement atterrissant. Oui, c'est ça. Venez nous voir, antenne.qc.ca. On va y aller, nous, avec la nomenclature des chansons. Donc, on a écouté en tout début d'émission la chanson « Je ne te dirai pas » de Clarica. On a pu entendre « Gare du Nord, 10h du matin ». Oui, de Julie Faure et Bertrand Burgala. Dans la deuxième demi, Flash. Oui, de Yann Perrault. De Minuit. Minuit, excusez, c'est moi qui je me suis perdu. Et là. À l'instant, justement... Baby Boom de Yann Perrault, voilà. Je m'en excuse. Pas de problème. Erreur. Merci beaucoup pour votre choix musical. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Merci également pour ton Espresso et Espresso allongé où il a été question des enfants surdoués. Intéressant avec M. Jacquard et toute sa réflexion sur le sujet. Notre invité en début d'émission, c'était Caroline Souffrant, qui est un des visages de la santé mentale. Donc, merci à Caroline d'avoir été des nôtres. En début de deuxième demi, notre collaboratrice Ève Cardinal nous a parlé des phobies. Alors, tout ça au menu de Folie douce cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.
Pop